Bonsoir, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 7 avril 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vais vous lire deux passages, peut-être assez longs, de ceci. Un livre magistral, que je suis loin d'avoir terminé. Je picore dedans, je le déguste, je le savoure. Un livre fondamental pour comprendre l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, l'histoire de la Nouvelle-France. Le rêve de Champlain, David Hackett Fischer. Petit mot d'abord. D'abord, on y trouve ici, on y voit confirmer certaines thèses, dont celle de Gilles Havard, qui a écrit 3 livres, entre autres, L'Amérique française, Empire et métissage et la Grande Paix de Montréal, Grande Paix de Montréal de 1701, qui a instauré une paix durable et définitive avec les Iroquois. Alors, oui, ce livre de Hackett qui confirme, en fait, les avancées de Havard, eh bien, Havard nous dit que Champlain aurait été utilisé, en quelque sorte, par, euh, par les Premières Nations et que la construction de la Nouvelle-France est une invention amérindienne. On sait que l'Amérique est une invention européenne, mais la Nouvelle-France, elle, quant à elle, serait une invention amérindienne. Et que Champlain, donc, aurait été, en quelque sorte, utilisé pour tenir tête et tenir en respect les 5 nations iroquoises et que ce sont les Montagnais et les Algonquins qui ont demandé à Champlain de les aider. Il est piquant, il est curieux de noter que ce sont des historiens non canadiens, non canadiens si vous préférez, qui jettent un regard, on aimerait croire plus juste, mais assurément plus bienveillant sur cette histoire de la Nouvelle-France. On ne répétera jamais assez que les trois grands groupes qui forment les trois grands groupes qui sont issus du rêve de Champlain, comme vous allez le voir dans les deux extraits que je vais vous lire. Eh bien, les trois grands groupes, les Québécois, les Acadiens et les Métis, n'ont pas un passé ethnocidaire. Il est terrible de constater encore aujourd'hui, en 2015, que le gouvernement canadien n'a pas reconnu les exactions dont ont été victimes les Acadiens. Alors, il est assez piquant de constater donc que ce sont des historiens non canadiens qui jettent un regard bienveillant. Gilles Havard, William Eccles, et cet Américain David Hackett Fischer, qui nous offre un livre magistralement écrit, qui fait une synthèse à la fois des mentalités, à la fois qui tient aussi de la méthode des annales, et qui fait le lien et qui offre un récit plausible à ce qui s'est déroulé en Nouvelle-France. Je fais une petite aparté aussi, il n'y a pas eu que des historiens américains pour jeter un regard bienveillant, évidemment. On pense à Parkman, qui lui, au contraire, a jugé la part des Premières Nations et des Français sur ce continent comme une vraie menace. Jusqu'au début du siècle, les Américains du siècle 1900 craignaient encore des attaques franco-indiennes et ce qu'on a pu appeler la wilderness, la nature sauvage, les contrées pleines de menaces, eh bien, ont hanté l'imaginaire de cet auteur de fantastique et d'horreur, qu'est Lovecraft. Et lui, il imaginait dans l'arrière-pays, eh bien, que cette wilderness était peuplée de monstres. Et ces monstres-là, eh bien, c'était nous. Nous, les monstres qui se méconnaissons, ça reste effarant pour moi de voir à quel point nous ne savons pas
écrire notre histoire. Nous ne savons pas nous donner des héros. Comment voulez-vous qu'on fasse l'indépendance si, si nous n'avons pas constaté combien a été fabuleuse l'aventure de ce nouveau peuple sur cette terre d'Amérique et que nous portons sur nous le poids d'une culpabilité qui n'est pas la nôtre, qui est une invention des Anglais, on pourrait dire. La honte des Québécois, qui étaient des Canadiens. Je vous ai déjà dit, ma grand-mère, elle, pour elle, elle était canadienne. Et ben, les autres, c'était les Anglais. Alors, Parkman, vous disais, cet historien américain, eh bien, lui, on l'a repris aussi, paresseusement. Beaucoup d'autres historiens et les Anglais ont été ravis, les Canadiens anglais, les Canadiens ont été ravis de reprendre à leur compte une histoire qui n'est pas la nôtre. Dernièrement, j'ai partagé sur ma page Facebook un article d'un historien canadien qui relate l'établissement des chemins de fer dans l'Ouest canadien et combien les vilains Canadiens anglais avaient été terribles avec les Premières Nations. Eh bien, cet historien-là a trouvé le moyen de ne pas mentionner ni les Métis, ni Louis Riel, ni les Canadiens français qui peuplaient cet immense territoire, la Wilderness, qui faisait tant peur à Lovecraft. Alors, je vous lis deux passages. Champlain favorisa les unions entre Français et Indiennes dans l'idée qu'ils ne forment plus qu'un peuple. De son vivant, on se mit à appeler métis les enfants de ces unions mixtes, et le mot apparaît dans les archives dès 1615. À la fin du 18e siècle, le mot avait acquis un sens nouveau, désignant toute une population d'ascendance franco-indienne. Il prit un troisième sens au 19e siècle, décrivant cette fois des communautés et des cultures distinctes. Un chercheur qui a étudié les récits de voyage dans l'Ouest nous dit: au cours des années 1820, les Anglais et les Américains se rendent dans le bassin pelletier des Grands Lacs, eurent la surprise de découvrir un pays étranger. Dans cette région, le mot métis est devenu symbole de fierté. L'écrivain métis, Duke Redbird, écrit ce propos: les métis constituent la seule ethnie indigène du continent. Toutes les autres races, y compris les Indiens et les Inuits, viennent d'ailleurs. Dans les régions où les Métis ont formé des communautés, ce qu'ils ont fait au Canada comme aux États-Unis, ils ont aussi créé des sociétés distinctes, sous de nouvelles formes, avec des hiérarchies, une vie familiale, une culture matérielle et une architecture qui leur était propre. Au 19e siècle, certaines communautés métisses étaient des trains de chariots nomades qui suivaient le bison et étaient guidés par des chefs agitant des fanions. Si je fais une parenthèse, c'est évident que la communauté métisse de l'Ouest canadien, du point de vue culturel, n'a rien à voir avec les communautés métisses québécoises qui ont fini même par se fondre dans le paysage, qui ont fini par s'intégrer si bien que nous avons même perdu ce sens-là du métissage, tellement nous l'avons été. Qu'on y pense un peu, nous avons réussi à intégrer une partie des valeurs et de la culture amérindienne. Nous les avons fait nôtres. D'autres étaient des cercles de petites cabanes bâtis autour d'une grande maison où avaient lieu les réunions et les danses. Les musiques et les danses d'origine indienne et européenne formaient des combinaisons créatives. Le costume privilégiait les vestes de daim et les leggings, richement décorés, avec des manteaux faits de couvertures pour les hommes. Les femmes portaient des robes noires avec des châles
et des ceintures aux couleurs vives. Des systèmes politiques inventifs furent également créés, aussi libres et ouverts que ceux des Indiens, mais avec un chef nommé le gouverneur et des chefs élus appelés les soldats. Cette culture était marquée par un sens très développé de la liberté. Les Indiens appelaient parfois les Métis Otipimisawa. Jennifer Brown nous explique que ce terme indien complexe désigne des gens maîtres d'eux-mêmes et que c'est la version cri de gens libres. C'est un mot né de la traite des fourrures pratiquée par les Français, désignant les engagés qui servaient leur temps de contrat et reprenaient ensuite leur liberté. Cette idée d'un peuple vivant dans la liberté s'appliqua à des populations mixtes entières dans les pays d'en haut. Ross a écrit lors de ses voyages, même s'ils jouissaient d'une liberté licencieuse, ils sont généreux, sympathiques et braves. Ils connaissent leurs forces et du fait qu'ils sont constamment armés et libres de toute entrave, ils méprisent tout le monde. Mais par-dessus tout, ils tiennent ardemment à leurs coutumes ancestrales, ils chérissent la liberté autant que la vie. Un passage assez inouï ici, hein? Même s'ils jouissent d'une liberté licencieuse. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Et ils méprisent tout le monde. On les imagine Nietzschéens, on les imagine échappant à tout système aliénant. On les imagine envoyant paître toute directive, toute hiérarchie qui n'est pas fondée sur le prestige, qui n'est pas fondée sur la gloire, la fameuse gloire qui nous est si chère à nous, les contre-nihilistes. En 2001, le recensement du Canada signalait 292 310 personnes s'identifiant comme métisses, et elles sont encore plus nombreuses aux États-Unis. Ouais, en 2001, moi, j'ai répondu que j'étais métisse à ce recensement-là. Ces métis ont fondé des associations dans toutes les provinces canadiennes et 5 États américains. Ils ne constituent pourtant qu'une fraction des Nord-Américains qui ont des ancêtres indiens et européens. Les démographes ont calculé que plus de 750 000 Canadiens ont une ascendance métisse. Mais ces estimations ne donnent qu'une vague idée de l'ampleur des mélanges interraciaux. Ici, on aura compris que la question des mélanges raciaux est subordonnée à la question culturelle, à la question de la culture qui, elle, au fond, donne vraiment le ton à une nation, davantage que le... Je voulais un dernier passage. Ouais, un avant-dernier passage. D'autres Nord-Américains, en nombre encore plus grand, ont une parenté culturelle avec les interprètes de Champlain, les coureurs de bois, les voyageurs et les métis. Un sondage réalisé sur la toile révèle qu'un grand nombre d'organisations se réclament de cet héritage en notre époque. Cette tradition fleurit au 21e siècle. Elle est née d'Étienne Brûlé, Nicolas Marsollet, Olivier Le Tardif, Jean Nicolet, et derrière eux tous, il y avait Samuel de Champlain, il y a 4 siècles de cela. Un grand nombre de récits ont pour thème les premières rencontres entre Indiens d'Amérique et Européens. Rares sont ceux qui font état d'harmonie et de paix. Un examen attentif de ces récits nous révèle que quelque chose d'extraordinaire s'est produit en Nouvelle-France
au début du 17e siècle. Quelque chose de bien différent de ce qui s'est passé en Nouvelle-Espagne, en Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Hollande. Les spécialistes de nombreux pays s'entendent pour dire que les fondateurs de la Nouvelle-France ont su maintenir de bonnes relations avec les Indiens d'Amérique, mieux que toute autre puissance colonisatrice. Il ne s'agit pas d'un simple contraste entre les Français d'un côté et les Espagnols, Anglais ou Hollandais de l'autre. Certains colonisateurs espagnols ou anglais ont également eu de bons rapports avec les Indiens. Bartholomé de Las Casas et ses Dominicains étaient dans ce cas en Nouvelle-Espagne, tout comme John Eliot et Roger Williams en Nouvelle-Angleterre. Et l'on connaît des Français qui ont traité les Indiens avec la dernière cruauté. Jacques Cartier fut bien accueilli par les Indiens du Saint-Laurent en 1534. Il les remercia en kidnappant leurs enfants et en les amenant en France contre leur volonté. Lors de son deuxième voyage en 1535, Cartier enleva encore 5 Indiens, dont un chef, et leurs familles ne les revirent jamais. Mais au siècle suivant, quelque chose de remarquable survint lorsqu'un petit groupe d'explorateurs français arrivèrent chez les montagnais de Tadoussac en 1603. La même chose se produisit lorsqu'ils rencontrèrent les Penobscots à Kenduskeag en 1604, et une fois de plus lorsqu'ils s'installèrent chez les Micmacs d'Acadie en 1605. Ce fut la même histoire lorsque ces Français débarquèrent chez les Abénaquis du Maine, les Canadiens de Gaspésie, les Algonquins du Haut-Saint-Laurent, les Hurons des Grands Lacs, les Andastes au sud, les Winnebago à l'ouest et d'autres nations. Les seules exceptions furent les affrontements avec certaines nations iroquoises durant certaines périodes. Ces Français n'étaient pas venus conquérir les Indiens ou les asservir, comme c'était le cas en Nouvelle-Espagne. Ils ne les maltraitèrent pas comme les Anglais en Virginie, ni ne les chassèrent de leur territoire comme en Nouvelle-Angleterre. Dans la région que l'on commençait à appeler le Canada, de 1603 à 1635, de petites colonies de Français et d'imposantes nations vécurent les unes près des autres dans un esprit d'amitié et de concorde. Elles conçurent du respect les unes pour les autres, dans la compréhension des intérêts de chacune, et bâtirent des rapports de confiance qui durèrent très longtemps. Comment cela s'est-il produit? La recherche d'une réponse nous conduit à un petit nombre de chefs dans plusieurs nations et à un chef français en particulier, celui qui fut au cœur des événements en Nouvelle-France dans la période charnière s'étendant de 1603 à 1635. Samuel de Champlain sut maintenir des relations étroites avec de nombreuses nations indiennes, tandis qu'il fondait des colonies européennes permanentes dans le Nouveau Monde. Il vécut parmi les Indiens et passa une bonne partie de son temps avec eux, tout en contribuant à l'essor de 3 populations et cultures francophones, les Québécois, les Acadiens et les Métis. C'était bien peu de monde à l'époque de Champlain, mais au soir de sa vie, ces 3 nations avaient pris racine et entrepris une croissance prometteuse. De ses humbles débuts, il est né des millions de personnes en Amérique du Nord qui peuvent retracer leur ascendance à cette époque, et toutes ont conservé quelque chose de leur origine dans la manière dont elles parlent, réfléchissent et agissent. Ce qui étonne le plus chez Champlain, c'est qu'il ait mis à peine 30 ans pour accomplir cette œuvre gigantesque, et ce, en dépit de fréquents revers. Eh bien voilà, je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce remarquable ouvrage que je vous remonte à l'écran. Le rêve de Champlain.
de David Hackett Fischer, publié au Boréal. Je remercie mon amoureuse qui m'a offert ce cadeau pour Pâques. Elle m'a vu lorgner avec gourmandise dans les librairies que nous visitons, elle et moi. Et oui, je passe ma vie dans ma propre librairie et pour me délasser l'esprit, eh bien, j'arpente. Les géomètres lecteurs j'arpente d'autres territoires, d'autres rayons de livres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion. Le livre Voyageur. Voyageur, c'est le nom qu'on donnait aux coureurs des bois. Qui connaissaient les langues indigènes, des interprètes qui ouvraient le continent. Vous pouvez également me téléphoner dans 514-736-0999. Et vous pouvez également visiter ma page Facebook. Allez, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Et à demain. Demain matin, oui, demain matin, je nous donne rendez-vous. Et je vous parle d'un livre que je lance à ma librairie le 15 avril prochain, le 15 avril 2015. Merci, bonne soirée.